vérité au cœur de l'information. Il est 20h, bonsoir à tous. Dans l'actualité ce mardi, les Togolais de l'extérieur, ils peuvent désormais voter, et ce, dès la présidentielle de l'année prochaine. L'Assemblée nationale a voté le nouveau code électoral. La semaine du secteur privé, jour 2, ce mardi. À l'agenda, plusieurs panels animés par des experts. Les sujets sont divers et variés. Et puis, Scantogo et la GIZ, désormais partenaires sur le projet dit du type dual. Comment va s'exprimer ce partenariat? Explication à suivre à tout à l'heure dans cette édition. Voilà, madame, monsieur le sommaire, bienvenue. Voici le 20h. Le Togo, un modèle à suivre. Les propos cet après-midi de Romuald Wadani, reçu en audience par le chef de l'État. Le président du Conseil des ministres de l'UEMOA est allé féliciter le président Faure Gnassingbé pour les performances qualitatives du Togo dans le rapport Doing Business. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Gérald Agoudjou. J'ai eu l'honneur d'être reçu par le président de la République à ma demande, d'abord pour lui présenter nos sincères félicitations et toute notre fierté pour les résultats exceptionnels que le Togo vient d'afficher dans le classement du business. C'est une fierté pour l'ensemble du continent africain et donc nous tenions en qualité du président du Conseil des ministres de l'UEMOA à venir au nom de notre union, au nom de l'ensemble des ministres de la zone, vraiment toutes les félicitations de pays. Ce succès du Togo fait la fierté de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique en général. Et ça a été aussi l'occasion d'écouter le président, prendre ses conseils pour voir, une fois retourné au Bénin, qu'est-ce que nous pouvons aussi faire au Bénin pour suivre le pas dans l'amélioration de ces indicateurs. Étant président du Conseil des ministres de l'UEMOA, c'était également l'occasion pour faire un point des activités du Conseil des ministres et prendre les conseils du président sur les actions à mener dans les prochaines semaines et prochains mois. Il était content de l'initiative que nous avons prise de venir le voir et il nous a prodigué de très bons conseils, comme toujours. Donc on a un excellent entretien. Voilà, Romuald Wadani est également ministre béninois de l'économie et des finances. Je vous l'annonçais en titre tout à l'heure, la diaspora togolaise désormais au vote. Ces Togolais de l'extérieur vont pouvoir dorénavant s'exprimer et ce dès la présidentielle de mars prochain. Les députés ont voté ce mardi le nouveau code électoral, vote majoritaire. Seuls le NET et le PDP se sont abstenus. La séance à l'Assemblée nationale, le récit Issaka Aruna, Augustin Kossi. L'adoption des 5 titres du projet de loi. L'introduction de commissions électorales d'ambassade d'indépendance EAI comme démembrement de la CENI ainsi que des comités de l'ISCAT et de bureaux de vote dans la CEAI constitue résolument une révolution positive. Ce volontarisme du gouvernement contraste malheureusement avec des mesures contenues dans la proposition de modification. Je demande aux députés du groupe parlementaire NET PDP de s'abstenir de voter pour une telle loi au-delà des bonnes dispositions qu'elle introduit. Ce texte relatif au droit de vote des Togolais vivant à l'étranger est diversement apprécié par les autres groupes parlementaires. Il y trouve la volonté du gouvernement d'offrir aux Togolais de l'extérieur la possibilité d'exprimer leur droit de vote, mais aussi de se mettre en conformité avec les principes démocratiques. C'est un premier pas important dans la bonne direction qui permet de bâtir une société plus inclusive et permet à la diaspora de mieux participer à la vie de la nation. Nous devons ensemble, par les voies du dialogue, poursuivre les réformes politiques, économiques et sociales pour à terme transformer la société togolaise et faire du Togo un pays émergent à l'horizon 2030. Le groupe parlementaire UNIR considère pour sa part que la nouvelle mouture du code électoral en République togolaise rend applicables les dispositions du vote effectif des nationaux vivant à l'étranger. Elle prend également en compte une des observations formulées par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO.
De plus, le démembrement de la CENI prévu à l'étranger peut être perçu comme un mécanisme adapté et collaboratif entre les partis politiques et nos représentations diplomatiques. C'est pourquoi, sur l'ensemble des adaptations apportées par le gouvernement sous le leadership transformationnel du président de la République, son Excellence M. Faure Gnassingbé, le plus grand parti, le parti de l'ouverture et du dialogue, le parti de l'avenir, UNIR, fait observer qu'il ne peut y avoir meilleur cadre institutionnel d'organisation d'une élection démocratique. Je voudrais, tout en invitant les députés de ma formation politique, assurer mes autres collègues que nous ferons ensemble œuvre utile en apportant un vote positif et massif à l'adoption du présent projet de loi modifiant le code électoral en République togolaise. À la majorité des députés, soit 15 sur 78, la loi portant modification du code électoral est votée. Désormais, la diaspora togolaise a le droit de vote. Ce nouveau cadre juridique et législatif modifie au sein de 2 titres du code électoral 33 articles et en crée un autre. Pour le commissaire du gouvernement, c'est un nouveau pas de franchi dans la consolidation de la démocratie au Togo. Ce vote vient clôturer l'exécution des réformes et des recommandations faites à notre pays par la CEDEAO dans le cadre du règlement de la crise que nous avons connue en 2017 et 2018. Désormais, nos compatriotes vivant à l'étranger pourront prendre part aux différents scrutins électoraux dans le respect, bien sûr, des lois en vigueur et particulièrement du code électoral. À présent, tout est prêt pour la poursuite du processus électoral en vue de l'élection présidentielle de 2020. Le gouvernement voudrait renouveler sa gratitude une fois encore à l'Assemblée nationale et rassurer la représentation nationale que tout sera mis en œuvre pour l'application rigoureuse de cet instrument. Les nouvelles dispositions introduites fixent également les conditions de campagnes électorales dans un pays étranger, les conditions d'intervention sur les médias d'État ainsi que l'exigence de résidence dans le pays de vote avant de pouvoir siéger dans un démembrement de la CENI à l'extérieur. Selon la représentation nationale, c'est le fruit d'un engagement politique. Après l'instauration du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, pour donner à tous l'opportunité de participer pleinement au développement de notre pays, le Togo, nous venons maintenant d'autoriser les filles et fils de notre pays vivant à l'extérieur l'occasion de participer aux consultations électorales organisées. En effet, la discussion législative a porté ce jour sur la mise en œuvre effective des derniers points de la feuille de route adoptée par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO le 31 juillet 2018 à Lomé. Mais nous devons préciser que le gouvernement avait déjà mené des réflexions sur la possibilité de permettre aux Togolais de l'extérieur de participer aux consultations électorales. Aujourd'hui, nous pouvons donc nous réjouir après cette étape importante qui a été franchie. Ces modifications significatives, introduites dans le code électoral en République togolaise, portent la marque d'un grand homme d'État épris d'un sens élevé de l'intérêt national. Si nous voulons être réalistes, nous devons reconnaître que cette possibilité offerte à nos compatriotes de l'extérieur est rendue possible grâce à l'engagement politique du président de la République, son Excellence M. Faure Gnassingbé, qui ne ménage aucun effort pour préserver un climat de paix et de cohésion nationale. Nous pouvons nous réjouir d'avoir à la tête de notre pays un dirigeant engagé
toujours ouvert à un dialogue inclusif et constructif avec l'ensemble de la classe politique en vue de parvenir à un développement durable et participatif. Progressivement mais sûrement, le dispositif se met en place pour l'élection présidentielle de l'année prochaine. D'ailleurs, la Cour constitutionnelle vient de fixer les acteurs politiques sur la période fixée. À l'occasion, nous serons appelés à réaffirmer nos valeurs et nos engagements, à les confronter à la dure réalité et voir si nous sommes à la hauteur de l'héritage de nos aïeux et la promesse d'une vie meilleure aux générations futures. Plusieurs candidats s'annoncent déjà pour la course à la présidentielle de 2020 au Togo. Ces nouvelles dispositions restent sans doute un cadre propice à une élection démocratique et inclusive. Et voilà donc pour l'Assemblée nationale. L'actualité, c'est aussi la semaine du secteur privé. Jour 2 ce mardi, sous la tente. À l'agenda, plusieurs panels encore aujourd'hui avec un coup de projecteur sur la ZLECAf, zone de libre-échange continentale africaine. Quelles opportunités pour les entreprises? Avis des panélistes. Et c'est dans ce compte rendu de Edem Sossoukou. C'est un vaste marché d'échanges commerciaux qu'est la ZLECAf, zone de libre-échange continentale africaine. Une volonté des chefs d'État du continent qui veulent promouvoir le commerce intra-africain qui ne représente que 3%. Les panélistes ont planché sur les effets de cet accord ratifié à ce jour par 22 États. La question essentielle est de savoir si la ZLECAf considérée comme le plus grand marché au monde, avec 1,2 milliard de consommateurs, trouvera un terreau propice pour son évolution et pour l'amélioration de la balance commerciale des pays africains. La ZLECAf présente des opportunités, mais comporte aussi des défis. Aujourd'hui, permettre aux entreprises d'avoir un marché plus important, avoir accès à des marchés comme le marché du Nigeria qui a plus de 200 millions d'habitants. Pour une entreprise togolaise, c'est réellement une opportunité. Et puis, sachez aussi que la balance commerciale des États africains sont structurellement déficitaires. Sur les produits alimentaires, par exemple, plus de 50 milliards sont dépensés pour importer des produits. Donc, c'est l'occasion de voir comment ces 50 milliards peuvent revenir sur le marché africain. Donc les opportunités sont là, mais il faut reconnaître aussi qu'il y a de gros défis. De gros défis parce que nous devons, au niveau de nos pays, nous assurer que nous avons des industries qui sont assez intégrées dans les chaînes de valeur industrielles pour pouvoir compétir. Pour le secteur privé, les défis que nous pouvons identifier, c'est d'abord comment nous arrivons à développer des industries. Parce que là, nous parlons de commerce, ce n'est pas seulement échanger des produits, mais il faut effectivement s'industrialiser, transformer nos matières premières. Dans la valorisation du business intra-africain, les PME doivent aussi tirer leur épingle du jeu. Elles ont besoin d'accompagnement pour être compétitives au risque d'être noyées. Cette aide passe par le renforcement de capacités, le financement, l'accès au financement ou l'amélioration des productions et la création d'emplois, bien évidemment. On a répondu présent à la demande du gouvernement togolais pour accompagner le PND dans la mobilisation des ressources en investissement. Et nous avons accès à tous les projets du PND. On a pas mal d'investisseurs qui ont répondu présents dans le financement de ces projets. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est aussi voir dans les 141 projets du ministère du cabinet du Premier ministre, quels sont les projets qui sont déjà bancables, qui peuvent déjà être mis en place. La ZLECAf, selon les panélistes, doit se doter de mécanismes rigoureux devant permettre à chaque pays de tirer meilleur profit de la suppression des 84 000 km de frontières. Le Togo dispose déjà de sa stratégie nationale de mise en œuvre de la ZLECAf. La ZLECAf, ce sont des opportunités qui s'offrent aux opérateurs économiques. Mais il va falloir quand même qu'on travaille sur un certain nombre d'aspects pour rendre nos produits compétitifs. Les produits ouvrent
œuvrer sur le territoire et qui vont tout naturellement, sous certaines conditions, avoir le quitus pour circuler en matière de règles d'origine. Il faudrait qu'on les aide et le gouvernement est en train de travailler dans ce sens-là pour les accompagner. Et donc, nous travaillerons ensemble avec le secteur privé. Ce renforcement du partenariat, je crois qu'il est déterminant pour que nous puissions relever les défis ensemble et permettre aux produits togolais d'être présents, non seulement sur le marché africain, mais au-delà aussi. C'est possible. L'un des défis majeurs relevés se trouve être la digitalisation afin d'avoir des informations centralisées. Il est aussi souhaité la création d'une plateforme d'incubateurs pour mieux accompagner les entrepreneurs, surtout les jeunes porteurs de projets bancables. La ZLECAf répond aux aspirations de l'agenda 2063 de l'Union africaine qui prévoit un continent intégré, prospère, fondé sur la croissance économique et le développement durable. Autre panel du jour, le secteur privé, la sécurité sociale, je vous l'annonçais en titre également. En fait, que fait le gouvernement pour inciter les patrons à déclarer leurs employés? La question est posée. Élément de réponse avec Lucas. La sécurité sociale est un élément déterminant dans la productivité d'une entreprise. Une ressource humaine bien entretenue est créatrice de richesses. Et le gouvernement a mis en place des mécanismes pour offrir la protection sociale à tous. La part réservée au secteur privé afin de réduire les inégalités liées à l'accès aux soins de santé se discute. Et justement, des réformes sont en cours au niveau de l'INAM et de la Caisse nationale de sécurité sociale pour répondre à cette inquiétude. Le principal facteur de production au sein d'une entreprise, c'est l'homme. Et par conséquent, dans le cas de la production de cette richesse, l'homme, il doit se sentir protégé, sécurisé. Et c'est l'objectif de la sécurité sociale. Nous avons réussi, pour ne parler que des formalités qui incombent à l'entreprise, on a réussi à mettre, depuis novembre 2018, complètement en ligne toutes nos formalités, auxquelles donc l'entreprise est contrainte. Partant de l'immatriculation de l'entreprise elle-même, de l'affiliation de ses travailleurs, des différentes informations à nous communiquer, déclaration des cotisations sociales, déclaration des salaires nominatifs des travailleurs et paiement des cotisations sociales. Aujourd'hui, les paiements sont totalement également en ligne et vous pouvez le faire via les plateformes bancaires. Tout ceci avait pour objectif de faciliter ces formalités et d'éliminer les coûts induits pour l'entreprise lorsqu'elle est appelée donc régulièrement à accomplir ces formalités. Donc on contribue essentiellement dans la lignée du gouvernement à assainir le climat des affaires. On a récemment engagé l'immatriculation des artisans, ce qui est un pas. Pour le secteur privé, plus généralement le secteur privé formel, les discussions avec le Conseil national du patronat ont été initiées depuis à peu près 1 an. Et nous continuons les échanges d'informations pour pouvoir concevoir un modèle et un dispositif approprié à cette population exigeante et qui atteint un peu plus certainement que ce qui est fait pour le secteur public et pour le secteur informel. Évoquant les innovations, le Code du travail est en cours d'amélioration. Une fois adopté, avec les réformes introduites, ce code va davantage contribuer à l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. Le cas des investissements, ce n'est pas seulement les mesures fiscales, ce n'est pas uniquement la simplification des procédures et des formalités, mais c'est également un certain nombre d'assouplissements des conditions d'embauche. Le premier objectif de la modification du Code du travail, c'est cet assouplissement qui va aller de pair avec l'amélioration de la sécurité et de la protection des travailleurs. C'est très important. La protection et la sécurité des travailleurs, cela signifie davantage de santé, d'hygiène sur le lieu de travail. L'élément le plus déterminant en termes d'innovation dans le Code du travail concerne l'instauration de l'assurance maladie obligatoire. Et bien entendu, c'est beaucoup plus facile pour le secteur privé formel, puisque les entreprises sont enregistrées, elles sont, ou elles devraient être
affiliés, immatriculés en ce qui concerne leurs travailleurs à la Caisse nationale de sécurité sociale. Au même moment qu'elles le seront, désormais, elles seront également affiliées à un système d'assurance maladie. Et c'est ces règles-là qui prévoient également la possibilité d'assurance maladie pour les indépendants et certaines catégories du secteur informel, qu'il s'agisse de certains producteurs agricoles, qu'il s'agisse des artisans et même de certains commerçants. L'accomplissement des axes 1 et 2 du Plan national de développement PND 18-22 est garanti par la performance et le bien-être de la ressource humaine. Grand pourvoyeur d'emplois et contributeur non négligeable à la croissance économique, le secteur privé devrait davantage déclarer ses employés selon les experts. Il en va pour la promotion d'un emploi décent. Dans la foulée, voici cette autre préoccupation, amener son activité au départ informel vers une entreprise tout à fait formelle aujourd'hui. Comment cela se fait? Question ouverte cet après-midi en conférence de presse. Que retenir le compte rendu de Esther Laclèche. En matière de création d'entreprises, le Togo est premier sur le continent africain et 15e au plan mondial. Le législateur fiscal a pris des dispositions à cet effet pour faciliter les créations d'entreprises. En 4 heures au maximum et avec 25 400 francs CFA contre 168 000 francs CFA en 2006, une entreprise peut être créée au Togo. Des conditions bien réunies pour passer de l'informel au formel pourtant. Le secteur informel précisément est composé d'activités économiques qui se développent, qui se déroulent en marge ou en tout cas en dehors des cadres conventionnels d'encadrement et de contrôle de la vie économique. Donc pour que les entreprises puissent se formaliser, puissent aller à la formalisation, je pense qu'il est très important qu'il y ait un dialogue tripartite entre l'État, le secteur privé, c'est-à-dire les entreprises du secteur privé formel et celles du secteur privé donc informel, celles qui sont encore dans l'informel, afin qu'elles soient sensibilisées aux avantages inhérents à la formalisation. Il y a donc plus d'avantages aujourd'hui pour une entreprise de se formaliser. Pour preuve, seules les entreprises formellement existantes peuvent bénéficier des avantages du nouveau code des impôts. Formaliser, c'est d'abord de passer au niveau du centre de formalité des entreprises pour avoir une connaissance légale de son existence. Lorsque vous avez une existence légale, vous avez la possibilité de vous adresser à toutes les structures de l'État. Et en tant qu'une structure qui est formalisée aussi, vous pouvez vous adresser aux institutions financières et bancaires au niveau de la cité. De la même façon, lorsque vous êtes formalisé, vous êtes très facile d'obtenir la carte de partenaire économique et le quitus fiscal pour participer aux appels d'offres en ce qui concerne les appels d'offres pour les marchés publics. Et très particulièrement, lorsque vous êtes jeune entrepreneur et femme entrepreneur, vous avez la possibilité de bénéficier des 25% que le chef d'État a gracieusement offert aux jeunes entrepreneurs dans le cadre des appels d'offres sur le plan national. L'ambition aujourd'hui est d'aller vers la digitalisation, faciliter et encourager la création des entreprises en ligne pour ainsi réduire les entreprises informelles. Elles ont aussi retenu l'attention au cours de cette semaine du secteur privé, les entreprises dites championnes au Togo, lesquelles précisément, nous le verrons, mais la préoccupation majeure ici, eh bien, c'est comment le gouvernement compte faire la promotion et faire d'elles des entreprises de demain. Les éclairages avec Dodo Arrêt. L'environnement étant de plus en plus favorable aux affaires, l'État togolais nourrit de grandes ambitions pour le secteur privé.
Promouvoir des entreprises championnes au Togo. Mais comment? Les experts pensent qu'il faut des investissements directs étrangers et la promotion des entreprises locales. Il est donc important pour les opérateurs économiques d'avoir de grandes visions pour leurs entreprises pour ne pas évoluer en dents de scie. Dans le processus d'aller vers une entreprise championne, il n'y a pas un processus déterminé. Au fait, la détermination et la hargne avec laquelle vous voulez réussir, il faut ça d'abord. Par rapport à cette manière de nos gouvernants de nous aider à grandir, il faut un déterminisme d'abord. Hein. Il faut une volonté de travailler et de bosser dur. Une entreprise ne devient pas champion du jour au lendemain. C'est sûr que c'est un travail de longue haleine qui a besoin de tous dans un pays, aussi bien l'État, aussi bien l'expérience du pays où on vient, connaître la population et connaître le besoin du pays. L'émergence et la pérennité des entreprises togolaises relèvent donc de la contribution des deux parties, gouvernement et secteur privé. Le gouvernement a besoin d'accompagner des entreprises qui prospèrent à aller à la découverte de nouveaux talents et le secteur privé doit être plus performant pour être à la hauteur des ambitions du Plan national de développement. Le ministre en charge du secteur privé rassure quant aux mesures nécessaires prises et celles en cours pour créer un environnement favorable au développement des entreprises. Aujourd'hui, le gouvernement s'est mis dans cette dynamique-là de créer ces champions-là. Nous avons intérêt à penser à la robustesse de nos hommes d'affaires. Plus ils se portent en bonne santé, plus nous avons 10, 15 qui sont champions dans un domaine donné, ils contribueront de façon beaucoup plus conséquente au financement du développement de l'État. Ceux qui sont dans cette salle-là, ils sont suffisants pour que ce rêve d'avoir des entreprises champions au Togo, là, que ça puisse se réaliser. Soyez rassurés de l'accompagnement du gouvernement, parce que c'est cela la préoccupation du chef de l'État. Et on a suffisamment fait pour que nos opérateurs économiques puissent être aussi cités en exemple. Les participants qui relèvent de plusieurs secteurs, agrobusiness, banque, artisanat, agro-industrie et bâtiments, ont soulevé des inquiétudes, la plupart liées au financement et à l'accompagnement limité des banques. Les banques représentées ici par la Banque Atlantique se disent prêtes à accompagner les opérateurs économiques, non seulement à travers des financements, mais aussi des conseils et partenariats nécessaires à la croissance des entreprises. Notre objectif principal, c'est évidemment d'accompagner toutes ces entreprises, toutes ces structures qui ont un besoin de financement, et ce financement peut être de tout ordre, notamment dans le cadre donc, de l'accompagnement pour développer davantage son business. L'objectif également, c'est de nous assurer que nos champions nationaux sont en mesure de pouvoir compétir non seulement sur le plan sous-régional, mais également sur le plan international. Et notre rôle en tant que banque, c'est de vous apporter également cette possibilité, cette capacité d'aller rencontrer également d'autres champions nationaux, de pouvoir échanger, d'établir des partenariats, parce que n'oublions pas que plus nous prenons de l'ampleur, plus également le marché traditionnel dans lequel nous évoluons devient de plus en plus petit. Le secteur privé occupe les 2/3 du Plan national de développement et l'ambition aujourd'hui pour le gouvernement est de s'assurer de la performance des entreprises. Aussi devra-t-il veiller à ce que le label Made in Togo réponde aux normes de qualité et aux critères internationaux pour les amener à se positionner sur chaque axe du Plan national de développement PND. Et vous le savez, tout repose aujourd'hui sur le foncier, la terre, pour toute activité économique. Beaucoup de réformes sont d'ailleurs en cours dans le foncier au Togo. Qu'est-ce qui est déjà fait pour sécuriser le foncier et inciter davantage les opérateurs économiques? On fait le point avec Ekwe Salah. Autour du garde des Sceaux, ministre de la Justice,
des responsables des départements chargés des questions foncières. La problématique du foncier oblige. À la tribune, ils éclairent la lanterne de l'assistance sur la place qu'occupe aujourd'hui le foncier dans le développement de l'entrepreneuriat. Cadre idéal pour les jeunes entrepreneurs d'exprimer leurs préoccupations quand on sait que 70% des affaires devant les juridictions togolaises concernent le foncier. Au terme des échanges, chacun est bien renseigné sur les différentes réformes qui s'opèrent depuis quelques années pour garantir non seulement aux propriétaires terriens, mais aussi aux acquéreurs une sécurité foncière. La première innovation, c'est la dotation d'un code foncier domanial. Ce code foncier, pour ceux qui ne le passent pas, il a été adopté le 14 juin 2018. Et après la dotation de ce code foncier, il y a la mise en place du guichet foncier unique. La mise en place du guichet foncier unique, c'était pour simplifier les procédures. Nous mettons en place un système d'information foncière. Nous collectons toutes les informations liées aux parcelles, nous versons dans notre base de données. Nous commençons pour le Grand Lomé. Après, nous allons l'étendre sur les grandes villes du Togo. Après, ce sera le cadastrage total de tout le pays. Le Togo fait 56 600 km². Il faut le numériser pour éviter les problèmes. Ces réformes mettent aujourd'hui en confiance les banques et attirent de plus en plus d'investisseurs. Elles ont valu au Togo la 56e place en matière de transfert de propriété intellectuelle sur le plan mondial. Aujourd'hui, l'État a pris également un décret pour limiter le traitement des dossiers de morcellement et de mutation. 180 jours, notamment 6 mois. Et les petites opérations, notamment radiation, inscription hypothécaire, l'État a fixé 30 jours. Tout cela concourt à améliorer le climat des affaires et à permettre une célérité du traitement des dossiers et une simplification des procédures. Donc, effectivement, le cadre juridique foncier aujourd'hui est propice à encourager l'investissement, à booster l'économie nationale, à permettre à l'investisseur de venir investir au Togo. Aujourd'hui, on parle au Togo de sécurité juridique et judiciaire avec un accent mis sur la digitalisation. Ceci pour mieux régler les conflits fonciers. Nous tendons vers cette amélioration. C'est pourquoi nous avons tenu à outiller nos magistrats de cet instrument important que nous appelons guide, c'est vadémécum de règlement juridictionnel des litiges fonciers, afin de les amener à, dès le départ, identifier la nature du problème qui est porté devant eux et à identifier en même temps la solution qui est préconisée, ce qui va rapetir énormément les délais de réflexion pour la recherche d'une solution. Ce document vient aider nos juridictions à aller vers la sécurité judiciaire dans le cadre du règlement juridictionnel des problèmes fonciers. La terre, son acquisition, son transfert et son exploitation, le secteur privé reste conscient des efforts déployés par le gouvernement ces dernières années. Cependant, il espère mieux et compte sur d'autres réformes susceptibles de garantir davantage le bien-être des populations par le foncier. Également dans l'actualité, la fin du marché international de l'artisanat au Togo. 12 pays ont pris part, 400 exposants présents. Les temps forts, Solange Amandé, Carmel Madiakakou avec Clarisse Atikler. C'est dans la joie et la bonne humeur que s'est refermée la première édition du marché international de l'artisanat du Togo, Niato. Artisans et artisanes repartent satisfaits de cette grande messe foraine qui leur a permis de se faire connaître et faire connaître leurs produits. Les efforts, tout ce que je fais pour la communauté de Palimé, c'est vraiment aux yeux des autorités et je suis très content. Je forme les jeunes filles en couture en batik, les filles qui sont venues partout au Togo. On ne se jette pas des fleurs, je crois qu'on a mis le paquet pour que tout le monde soit satisfait, toute l'équipe, que ce soit la communication, logistique, chacun a mis le meilleur de soi et le résultat, vous pouvez l'apprécier de vous-même. Pour le développement de notre cher pays ou de l'Afrique, l'artisanat est un maillon qu'on ne doit pas négliger et du moment où
la majorité, on a plus de 20% qui exercent ce métier-là. Et surtout, n'oublions pas qu'il y a beaucoup d'artisans qui ne sont pas reconnus, qui ne se sont pas enregistrés. Et j'espère qu'avec Miato aujourd'hui, tous ces artisans qui ne se sont pas enregistrés, qui ne se sont pas manifestés, vont vouloir sortir de l'eau et pouvoir donner plus de revenus à notre pays. Plus de 12 pays africains ont pris part à cette fête. Une plateforme voulue par le gouvernement togolais pour faire valoir le génie créateur togolais et africain. Il y a eu également la volonté politique du chef de l'État, son Excellence Faure Gnassingbé, le président de la République. Il y a eu toute une mobilisation des différents départements ministériels, mais de l'Union des chambres de métiers du Togo, également des personnes ressources. Miato a attiré du monde. Il y a eu des pays, beaucoup de pays qui étaient présents. Nous avons vu des acheteurs professionnels. J'ai remarqué beaucoup d'enthousiasme de la part de nos artisanes. Il y avait le sourire, il y avait un esprit de partage, il y avait un esprit de solidarité. Ils voulaient quelque chose, ils l'ont eu. Ils se sont donnés à fond. Il y a eu beaucoup de visiteurs. Au finish, nous pouvons dire que ça a été un franc succès. Le clou de la soirée apothéose du Miato est la remise des prix aux lauréats des différents concours organisés pour stimuler la créativité chez les artisans. Rendez-vous est donc pris pour 2021 pour la deuxième édition du Miato pour une nouvelle aventure dans la promotion de l'artisanat togolais et africain. Et voici cette toute autre plateforme pour faire éclore justement vos talents, jeunes entrepreneurs, l'incubateur Nounia Lab, un centre d'excellence pour vous exprimer. Et c'est à Madarome dans la banlieue ouest de Lomé. L'inauguration, le récit de Clarisse Aticlé. C'est officiel, l'incubateur Nounia Lab est lancé et se veut un hub de créativité de la jeunesse. Ici, les jeunes de tous horizons, porteurs de projets innovants, vont bénéficier d'accompagnement. L'idée, c'est de donner corps à leurs projets et promouvoir les talents. Je remercie l'État, le gouvernement pour tous les efforts qu'ils font en l'envers des jeunes. Je peux dire que c'est un rêve qui se réalise puisque la route a été longue et ça permettra aux jeunes de travailler ensemble pour bâtir un Togo plus grand. C'est une plateforme essentiellement dédiée à la jeunesse ayant opté pour l'entrepreneuriat. Avec des équipements numériques haut de gamme, Nounia Lab offre de meilleures conditions de travail aux jeunes. Une initiative du gouvernement et de plusieurs partenaires dans le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Il nous a été demandé d'accompagner le gouvernement pour la mise en place d'un laboratoire dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Nounia Lab, qui est un incubateur qui a été mis en place ici, entièrement financé par le PNUD pour le moment, à hauteur pratiquement de 100 millions de francs CFA. Et dans l'avenir, nous comptons faire plus. L'incubateur Nounia Lab est inspiré du Rwanda par le biais de CalLab. Et pour le ministère en charge de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, tout est mis en place pour amener les jeunes à oser créer. Pour augmenter son niveau de connaissance, il faut avoir envie, il faut oser, il faut être connecté au monde entier, il faut être connecté aux autres jeunes. J'espère vraiment que Nounia Lab va générer de très beaux projets à impact économique et social pour notre pays. Notre pays en a besoin. Et je voudrais saisir l'occasion pour saluer une fois encore l'impulsion que le chef de l'État nous donne en ce qui concerne l'auto-employabilité des jeunes avec tous ces mécanismes qui sont mis en place et d'exprimer notre profonde reconnaissance au PNUD qui a accepté de nous accompagner. Et je voudrais faire un clin d'œil à tous les partenaires au développement, les grandes sociétés de la place, vous dire ce que nous avons vu aujourd'hui, ce n'est qu'une première étape. Vous avez vu, mais il y aura d'autres modules qui seront développés et Nounia Lab est ouvert prioritairement aux jeunes, mais ici aussi pour donner envie aux plus jeunes d'innover. Et donc, je voudrais inviter les jeunes à visiter le Nounia Lab. Je voudrais les inviter à s'en approprier, à en faire un bon usage. Et donc, il est question d'une bonne gouvernance de Nounia Lab avec la mise en place des outils de pilotage, de suivi-évaluation. Nous serons regardants, nous allons suivre de près ce qui se fait pour pourquoi pas le repliquer
un peu partout dans le pays. Mentorat, coaching, ateliers de créativité, appui à la recherche de financement sont entre autres services offerts par l'incubateur Nunya Lab. Le gouvernement vient une fois de plus concrétiser une de ses priorités, l'emploi des jeunes inscrits dans le PND 2018-2022. À cette cérémonie d'inauguration, les 3 jeunes ayant gagné le concours Togo Innovation Challenge, lancé le 31 octobre dernier par le FAEJ sur des projets innovants dans le secteur d'éthique, ont été primés de montants allant de 1 million de francs CFA à 1 500 000 francs CFA. Ok, maintenant l'autre sujet, la corruption. La coalition des institutions de lutte en Afrique de l'Ouest est à Lomé depuis ce matin. À l'ordre du jour de cette rencontre, l'étude et l'adoption des statuts et règlements intérieurs du réseau. Attendu aussi la désignation d'un nouveau président. La cérémonie d'ouverture avec Carmen Magia Capou. La corruption continue d'entraver la fourniture de services de base, les soins de santé, l'éducation et la sécurité nationale en Afrique de l'Ouest. Pour mieux lutter contre ce fléau, les institutions nationales de lutte contre la corruption de la CEDEAO se sont mises en réseau depuis 2010. Ce réseau, dénommé RENCAO, tient à Lomé sa 4e assemblée générale. Il sera question au cours de ces assises de définir les stratégies d'une coopération interétatique dans la lutte contre la corruption. La situation est grave. La corruption affecte les équilibres sociaux, crée des inégalités, pousse certains individus à la violence et dans certains pays, elle se déteint en extrémisme religieux violent. Cette assemblée générale nous permettra d'adopter les statuts révisés pour améliorer notre gouvernance interne. Au Togo, c'est la APLUSIA, Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et infractions assimilées, qui part en guerre contre ce phénomène. Selon son président, les enjeux de cette 4e Assemblée générale sont cruciaux. La lutte contre la corruption est une infraction transnationale, donc elle traverse les frontières. Il est normal que les États se mettent ensemble. Au sein de la CEDEAO, nous nous sommes mis en réseau pour le partage d'expériences, pour le partage de bonnes pratiques, pour renforcer notre coopération sous-régionale et traquer ce mal. Le gouvernement togolais apporte son appui au RENCAO, un outil pour aider les pays de la CEDEAO à relever les défis liés à la corruption. Je vous exhorte à poursuivre et approfondir vos réflexions afin que le RENCAO soit encore mieux structuré et plus fonctionnel pour répondre aux défis de l'heure et aux attentes de nos États et de nos populations. La rencontre de Lomé permettra au réseau des institutions nationales de lutte contre la corruption de disposer de nouveaux statuts et règlements intérieurs et d'avoir un nouvel exécutif. Ce communiqué de la CENI, avant de refermer cette édition quelque peu longue, le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, informe tous les candidats opérateurs de saisie qu'ils peuvent consulter la liste des opérateurs de saisie retenus pour la formation sur le site internet de la CENI, www.ceni-tg.org et à Togo 2000. La formation se fera en 2 vagues dans les salles de lycée salles de classe du lycée scientifique de Lomé, du lycée de Tokouin 1 et 2 et dans les locaux de l'ancien hall de l'aéroport international Nyasingbe et Yadema de Lomé. La première vague de formation se déroulera du 11 au 16 novembre 2019 à partir de 7h et la deuxième vague de formation se déroulera du 18 au 23 novembre 2019 à partir de 7h. Les EPS concernés trouveront la répartition des salles de formation sur les sites de formation les 9 et 10 novembre 2019 pour la première vague et les 16 et 17 novembre 2019 pour la deuxième vague. Les absents à ces formations sont considérés comme démissionnaires. Voilà, et ceci referme ce journal. Merci à vous qui nous suivez ce soir au Luxembourg. Et comme d'habitude, toujours fidèlement, très belle soirée.